Pierre Machmy, merci d'être ici pour une nouvelle vidéo pour l'Observatoire de la médiation culturelle dans le champ social. Alors, tu as choisi Action sociale parce que tu es intervenu beaucoup dans ce champ-là, en fait. Je voulais savoir si, selon toi, il y avait des nouveaux enjeux de l'action sociale aujourd'hui, quand elle s'associe justement à l'action culturelle, à ton sens. Après, on reviendra sur un certain nombre d'exemples. Ce qui me semble, et en tout cas ce en quoi je crois profondément, c'est l'injonction paradoxale dans laquelle se trouve le travail social. C'est-à-dire avec d'un côté une avalanche de normes, de réglementations, de modes de fonctionnement qui descendent de la puissance publique, avec derrière aujourd'hui des attentes, y compris de résultats quasiment chiffrés, notamment dans les centres d'hébergement d'urgence, donc avec cette demande-là d'un côté, et en face une réalité publique de terrain qui est tout autre, qui renvoie à des réalités qui sont extrêmement individualisées, extrêmement complexes, où la norme étatique descendante ne correspond pas du tout à la pluralité de terrain. Et que l'enjeu va être de réussir, pour les travailleurs sociaux, à se glisser dans cet interstice-là entre ces deux injonctions. Et c'est dans ce cadre-là où, pour moi, les dispositifs culturels ou l'approche par, disons, toute cette périphérie-là de l'accompagnement peut réussir à produire des modalités d'accompagnement nouvelles dans l'action sociale et sont du coup l'enjeu actuel. Et on a l'impression que les travailleurs sociaux sont au cœur d'un paradoxe aussi, ce que tu appelles injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'ils voient bien ce que l'action culturelle peut apporter à l'action sociale, ils ne veulent pas toujours le défendre sur le terrain de l'évaluation. Est-ce que toi tu as rencontré des choses comme ça, tu vois des sortes de nœuds un petit peu contradictoires, c'est-à-dire que d'un côté on demande une rationalisation du temps de travail qui est très chronophage pour les travailleurs sociaux, et d'un autre côté on reconnaît l'action culturelle comme étant un vecteur de mobilisation des personnes, etc. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on positionne les professionnels dans une attente officielle sur le résultat, j'ai envie de dire quasiment quantitatif de leur pratique, là où sur la culture on est sur une dimension davantage qualitative. Et l'enjeu là, c'est comment réussir à faire coïncider les deux. Tu parles de la question d'évaluation, c'est un exemple qui est parfait. L'évaluation depuis les lois 2002 en France de rénovation de l'action sociale et médico-sociale, on est rentré par la voie de l'évaluation, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe, uniquement sur des grilles d'analyse froides, déconnectées de cases. Sauf que la matière humaine, qui est la matière pour laquelle les travailleurs sociaux travaillent et œuvrent, n'est pas une matière molle qui rentre dans ces cases-là. Donc on est toujours sur des zones de frottement, sur des incertitudes dont l'élastique et la chose qui arrive à faire tenir le bateau, ce sont les travailleurs sociaux. Et là-dedans, lorsqu'on arrive à développer des dispositifs culturels autres, lorsqu'on arrive à ouvrir aussi les portes des établissements et à s'ouvrir davantage à la ville, à la cité dans laquelle on est, là naissent de nouvelles opportunités, naissent de nouveaux ponts qui ne sont pas, pour le coup, rarement quantifiables, chiffrables dans des grilles d'évaluation classiques, mais dans lesquelles on le voit clairement, et notamment ici au Grand Voisin, ouvre de nouvelles opportunités. Alors, tu parles des Grands Voisins, là où nous sommes accueillis depuis un certain nombre d'années. C'est un tiers-lieu, tu as développé une réflexion sur les tiers-lieux, est-ce que tu peux nous en parler simplement? Comment tu as développé cette observation des Grands Voisins avec un travail, un récit que tu as sur ton observation des Grands Voisins? Est-ce que tu peux nous en parler? Quels étaient les enjeux de cette recherche? Quelles sont les grandes découvertes que tu as pu faire? Grande découverte. Voilà. Non, la question initiale était d'essayer de caractériser, je ne veux pas utiliser le terme de mesurer, l'impact social de cette machine qu'on appelle des grands voisins au sein des centres d'hébergement. Donc le travail s'est effectué à partir d'une immersion complète, c'est-à-dire une immersion de vie, et j'avais du coup un local qu'on a aménagé ensemble au sein d'un centre d'hébergement qui s'appelait Pierre Petit, du bâtiment du même nom sur le site des Grands Voisins, qui accueillait, je parle au passé puisqu'il est maintenant fermé, 112 personnes, majoritairement des personnes plutôt âgées, moyenne d'âge à 55 ans, donc des personnes en fin de vie, parce que long parcours de rue avant, et particulièrement des personnes particulièrement traversées par des addictions diverses et des troubles psy parfois très, très prononcés. Donc un contexte un petit peu particulier, et ce qu'il s'agissait, c'était d'aller partager le quotidien, d'aller partager la quotidienneté de ces personnes-là pour essayer d'identifier les relations entre le centre d'hébergement et le reste du site des Grands Voisins. Ça donnait lieu donc à une étude qui était une commande de l'association Aurore et un
avec un financement de la mairie de Paris, pour essayer de caractériser cette chose-là. Et justement, ce qui en ressort majoritairement, notamment, c'est ces deux points qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire le premier, les travailleurs sociaux dans le centre ont eu énormément de difficultés à joindre ces deux injonctions-là entre la réalité, la quotidienneté d'un centre d'hébergement et toutes les difficultés qu'il y a, des problèmes d'effectifs. On avait 25 professionnels, dont 12 travailleurs sociaux pour 112 personnes. Donc au niveau des éducateurs, c'était un éducateur pour 30 personnes. On est sur un accompagnement qui est, on va dire, au plus urgent et non pas forcément au plus important. Donc avec cette contrainte-là, et en même temps, la richesse d'un site comme celui des Grands Voisins et toutes les possibilités qu'elle ouvre. Pour donner par exemple un exemple, c'est le dispositif Premières Heures, qui est un dispositif financé par la mairie de Paris, dont plusieurs associations sur le site des Grands Voisins étaient et sont toujours accréditées pour le mettre en œuvre. La conciergerie solidaire, qui est une émanation de l'asso Aurore et qui a sur le site produit tout un tas de services, voirie, espaces verts, aménagement, déménagement, etc. avec des personnes donc, qui rentraient dans le cadre du dispositif Premières Heures, c'est-à-dire des contrats de travail de quelques heures semaine pour commencer et au bout d'un an d'augmenter progressivement la quantité de travail pour essayer d'aller vers un chantier d'insertion en sortie, ont des taux de réussite bien supérieurs, taux de réussite en termes de rentrée dans un chantier d'insertion, que d'autres dispositifs à Paris ou en Ile-de-France. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve justement sur à la fois une proximité, une connaissance directe entre les travailleurs sociaux de la conciergerie et les personnes hébergées dans les centres. Parce que non seulement ils travaillent ensemble à ce moment-là, mais en fait ils se côtoient sur le site depuis longtemps. Donc il y a des relations qui ont pu se créer et qui ont été suffisamment fortes pour créer du lien de confiance entre les personnes. Voilà, et qui en même temps a permis aux personnes hébergées dans les centres, du moins à une part, de s'ouvrir et d'aller vers de nouvelles dispositifs. Je pense notamment aussi à un artiste peintre qui s'est vu d'un coup, justement je parle d'artiste peintre mais qui est un ancien résident et il n'est pas le seul sur le site, être reconnu sur sa dimension artistique et aujourd'hui exposé. Elle est passionnante cette histoire, tu peux même l'évoquer, je trouve ça très intéressant sur le processus. C'est comment on pourrait réduire une personne à son identité présumée ou à sa condition et la personne nous surprend. Voilà, c'est un exemple parfait de l'injonction paradoxale dont on parlait tout à l'heure. C'était une personne qui est arrivée dans le centre d'hébergement en 2012, si je me souviens bien, après un peu plus d'un an à la rue, qui dessine, mais qui dessine à titre privé, ça reste dans sa chambre et dans son carton. Les équipes sociales, dans la mesure de ce qu'elles peuvent faire dans la partie, vu leur nombre, n'aborde cette personne que sur la dimension, on va dire, administrative, de réouverture des droits, d'accès aux soins, etc., sans jamais ni prendre le temps, ni avoir le temps de prendre le temps de regarder cette dimension créative de cette personne. Le hasard d'une rencontre, pour le coup plutôt informelle, avec une professionnelle de l'équipe, elle aussi amatrice d'art, crée une dynamique entre deux. Elle encourage à l'exposer sur la galerie des Arts Voisins qui est située ici sur le site de Saint-Vincent-de-Paul. De là, une vente de tableaux, puis une rencontre avec un exposant du Marais fait qu'il se déplace dans le Marais exposer quelques mois plus tard, puis ensuite dans le 19e, et je crois qu'il continue toujours aujourd'hui à exposer et est en train de faire les démarches pour se faire référencer à la Maison des Artistes. Cette dynamique-là et cette histoire-là, c'est une image possible de ce que cet environnement a réussi à créer. C'est-à-dire qu'une situation figée, statique pendant des années, où cette personne était dans, je ne sais pas si c'est un refus, en tout cas une non-dynamique pour avancer sur les questions administratives qui lui étaient posées, d'un coup, quasiment en quelques semaines, la situation s'est débloquée, puisque subitement, il n'est plus résident mais il est artiste, il n'est plus en besoin d'eux mais porteur de création, ce qui change complètement la relation et a débloqué par ailleurs certains des problèmes auxquels il était confronté. C'est passionnant cette histoire. Par ailleurs, il y a une chose sur la notion de tiers-lieu, donc un lieu de circulation, un lieu où il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a en médiation culturelle une réflexion qui est menée là-dessus, c'est-à-dire le lieu comme vecteur de médiation. C'est-à-dire avant même, pour ne pas réduire le médiateur à un intermédiaire entre les œuvres et le public, le lieu lui-même serait vecteur de médiation. Comment tu as pu cerner cette identité du lieu? Est-ce que tu différencierais d'autres tiers-lieux?
je ne parlerai même pas du lieu, je parlerai des lieux. Les grands voisins, c'est un prisme avec un nombre de facettes et de façades incalculables. La vie, ce qui s'y passe, les interactions qui s'y jouent et la quotidienneté qui s'y vit n'est absolument pas la même en fonction ni des heures ni des jours de la semaine. Il y a les grands voisins du samedi soir et du vendredi soir plutôt festifs, très ouverts au public extérieur, et vous avez aussi les grands voisins du lundi matin, du dimanche soir et également de la nuit en fait, hein, parce que quand la vie continue en fait aussi la nuit dans les centres d'hébergement, on est sur le bout. Donc ce qui fait que ce même lieu a des moments complètement différents. Si on prend le bar qui était la lingerie et qui est toujours la lingerie, sur des périodes, sur des moments disons de fréquentation modeste, plutôt calme, je pense notamment aux matinées, y compris en fin de semaine, hein, les jeudis jusqu'à 14-15 heures, les vendredis idem, on se retrouve là et pour le coup une vraie mixité de partage dans ce coin-là qui se veut convivial, bar, ouvert à tous, etc. Par contre, bien sûr, aux heures de fête, là, la dynamique n'est pas du tout la même. Donc, c'est clairement ça le premier point, c'est différentes réalités. La particularité également ici, c'est qu'on est aussi justement sur un lieu de vie et sur un lieu de vie pour un nombre conséquent de personnes, jusqu'à 600 officiellement, mais réellement quasiment entre 800 et 1000 lors de la phase 1 des grands voisins, donc 2015-2018. Aujourd'hui aux alentours de 150 personnes qui vivent, ce qui sont des chiffres extrêmement importants. Il y avait, je pense, un enjeu, du moins un risque au début, que le site de Saint-Vincent-de-Paul se transforme comme un quartier quasiment exclusivement réservé à des personnes à la rue. Ce qui a été la réussite des grands voisins, c'était justement de réussir à franchir ce cap-là et de brouiller suffisamment les pistes pour que les personnes qui sont à la rue, qui travaillent ici ou qui juste passent, constituent l'ensemble total des grands voisins sans savoir qui est qui. J'ai en mémoire une dame qui est venue me voir un jour, j'étais avec un des colocataires du centre d'hébergement, et une petite mamie qui dit mais où est-ce qu'ils sont tous ces SDF? Et le copain qui était dans le centre d'hébergement lui répond on ne sait pas madame, on ne les voit pas, vous savez. Voilà, et ça a été, pour eux, ça a été un peu le dessin de cette expérience-là, c'est qu'on arrive effectivement comme ça à brouiller les pistes, et avec des tout petits signes, et ça c'est après ce qui m'intéresse particulièrement, qui viennent littéralement changer la quotidienneté des personnes. Je pense notamment aux tenues vestimentaires. Le fait d'aller au bar, d'aller prendre un café à la lingerie, faisait qu'un certain nombre de personnes, d'un coup, reprenaient aussi une attitude, une habitude, qu'elle soit vestimentaire, d'hygiène, etc. Parce que je me rends dans ce lieu-là. Et dans ce lieu-là, il est ouvert au public. Je dois quitter les chaussons avec lesquels je suis dans le centre d'hébergement ou dans ma chambre. Donc cette progressivité-là, je dis progressivité parce que les personnes ne vont pas directement dans le bar, il se passe des semaines où on passe devant, où à un moment donné on arrive à passer sur la terrasse, où on s'assoit sur la terrasse pour consommer, puis à un moment donné on franchit le cap de la porte et puis on finit par prendre un café, mais il peut se passer 6 mois, parfois un an, et pendant ces étapes-là on voit clairement des modifications qui se font, mais qui ne se font pas uniquement à l'extérieur du centre, qui ont aussi des répercussions à l'intérieur, parce qu'il se joue en fait là-dedans une question de peut-être, c'est une hypothèse de statut social, de reconnaissance par les autres, de relations sociales et d'interaction qui font qu'on crée du mouvement pour une part de ces personnes. Alors, est-ce que nous, de notre point de vue, est-ce que tu perçois quand même des limites à la mixité? Ah ben, bien sûr. Il y en a eu quand même, on a l'impression que les catégories quand même se croisent, mais ne se croisent pas totalement. C'est intéressant parce que c'est un des grands enjeux des salles de spectacle, des lieux culturels, etc. Là, tu es en train de parler d'un lieu où il y a de la médiation informelle et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais en même temps, est-ce que voilà, la mixité existe vraiment? Est-ce que c'est pas un enjeu très difficile à... Bien sûr, c'est l'enjeu. Il ne s'agit pas de vivre simplement un même endroit pour créer de la mixité. J'entendais un jour un discours officiel des grands voisins parler de superposition du public. J'ai adoré cette expression parce qu'effectivement je voyais bien des couches qui parfois sont totalement hermétiques. Mais je pense qu'on peut aller de manière un petit peu plus finement là-dessus. La mixité, il me semble, en tout cas c'est ma conviction, qu'elle se joue et qu'elle peut se jouer lorsqu'on est dans du faire ensemble, lorsqu'on est dans la création de quelque chose de commun. Le simple partage des cours, que ce soit aujourd'hui les deux cours qui sont en bas, cours urbain, cours oratoire, c'est pas le simple partage de la cour qui va créer du commun.
Et dans une cour, on peut avoir une même répartition, vous allez avoir dans un angle un type de personne, dans l'autre les autres. On est sur la même cour, mais on n'a rien créé. C'est dans le faire ensemble que les choses vont se produire. Et c'est là encore où la dimension culturelle amène une toute autre dynamique, puisque par l'activité culturelle, on vient créer à la fois des moments, on vient créer de la convivialité, on vient créer de la rencontre, et non pas simplement sur le prétexte qu'on est là tous les deux physiquement dans la même pièce, mais parce qu'on a quelque chose en commun qui est cette chose-là qu'on est en train de porter. Et sur cette chose-là, là on arrive effectivement à créer du lien, à créer de la mixité. Mais ça implique bien entendu et du temps, et de la patience, et d'apprendre à se connaître. Dans l'étude que j'ai rendue, je me suis permis et un petit peu amusé à reprendre un extrait du Petit Prince dans la scène avec le renard. C'est exactement il me semble, cette approche-là, d'apprendre à se comprendre, de s'apprivoiser aussi avec le temps, et jusqu'au moment où on arrive à créer ce récit commun qui pour le coup fait mixité, fait même société, j'ai envie de pousser. Oui, une histoire ou une culture qui n'appartiendrait qu'à l'histoire vécue, c'est-à-dire que ce serait une culture commune, temporaire peut-être, mais qui tirerait toute sa qualité du fait qu'elle est temporaire et qu'elle est commune à cet instant-là. J'ai l'impression que c'est ce que permet de faire émerger, en l'occurrence, ce type d'expérience. Alors, pour aller un petit peu sur l'avenir, on a fait une rencontre ensemble où tu parlais de la différence entre les besoins et les envies pendant pas mal de temps. Je pense que c'est un constat assez fort parce que les travailleurs sociaux, on les sollicite beaucoup sur les besoins. Qu'est-ce qui permettrait de les solliciter un peu plus sur les envies? Alors c'est une question un peu compliquée, hein, parce que on n'a pas de réponse ad hoc à cela, mais selon toi, sur un avenir d'une amélioration du travail social et d'une prise en compte du fait culturel, comme peuvent le faire d'ailleurs un certain nombre de structures aujourd'hui, hein, qui embauchent je pense à Emmaüs Solidarité, qui embauche des coordinateurs culturels, avec tout n'est pas fait, mais en tout cas il y a une volonté. Je vais répondre à ta question en faisant une petite pirouette. Pas de problème. Le changement, il est d'ordre dogmatique. Il est d'ordre politique. Ou politique au sens quasiment idéologique du terme. Je m'explique. Ma conviction, c'est que les travailleurs sociaux ont une mission prioritaire, primordiale, qui sont celles de médiateurs, je ne vais pas prendre ce terme pour l'instant, je vais dire d'accoucheurs du pouvoir d'agir des personnes qu'ils accompagnent. Dans le sens où, si on reste sur l'exemple des centres d'hébergement, on est en compagnie de personnes qui, aux ruptures de vie et aux parcours aussi divers qu'il y a de situations, sont emmenées sur une perte totale de leur possibilité à être parfois les acteurs de leur propre vie et encore plus à réussir à changer le monde, avec des formes parfois de résignation. Et l'enjeu du travailleur social, me semble-t-il, c'est de réussir à passer de cette résignation-là peut-être plus à quelque chose qui relèverait de la résilience. Dans ce glissement et dans cette injonction des travailleurs, enfin pas injonction, dans cette importance du rôle des travailleurs sociaux sur cette dynamique, l'enjeu va être réussir de faire émerger ce pouvoir d'agir des personnes. Lorsque vous parlez du besoin d'une personne, on n'est pas là-dessus. On est en train de cibler un manque qui soit réel, qui soit imaginé, qui soit peut-être même fantasmé parfois par les équipes comme la personne, mais on est sur du moins. De travailler sur la question de l'envie peut en tout cas permettre d'aller chercher chez la personne encore les fibres sensibles, les fibres qui vont permettre de retrouver une animation, de retrouver une dynamique, de retrouver un sens et de pouvoir retrouver demain quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir d'agir. On pourrait dire simplement d'être acteur de sa vie au sens plein du terme. C'est pour ça que je dis que c'est politique, puisqu'en fait c'est travailler à la citoyenneté des personnes et non pas à l'assistanat des personnes. Je pense ici à une professionnelle qui travaille dans un des centres d'hébergement, qui est conseillère en insertion professionnelle, à qui j'étais il y a quelques jours sur une intervention, et qui tenait un propos très intéressant en disant « Je ne fais pas d'assistanat, je fais du soutien. Je ne vais pas accompagner les jeunes quand j'arrive à leur trouver un rendez-vous, quand ils arrivent à se trouver un rendez-vous dans une entreprise pour un contrat d'apprentissage, ils y vont. Moi je les aide avant à préparer l'entretien, mais c'est à eux d'y aller. » On est exactement sur cette ligne-là. Le besoin n'est pas le travail est peut-être l'envie. Et dans cette dynamique-là, le travailleur social est un soutien permettant l'émancipation de la personne, l'autonomisation de la personne. Et parfois dans un paradoxe très dur, un petit peu le même paradoxe peut-être que les parents peuvent avoir avec leur enfant, où on travaille à l'autonomie de son enfant et puis en même temps on n'a pas envie qu'il parte. Il peut y avoir aussi cette dimension-là dans le travail social. Travailler à l'autonomie de la personne, c'est aussi quelque part travailler à son affranchissement de son propre service.
Et il me semble que l'entrée par l'envie, l'entrée et derrière l'envie, là je fais rentrer les droits culturels sur cette dimension-là, vient ouvrir un possible champ qui permet un changement pour le coup très politique. On n'est plus en train de pointer le manque de la personne, mais on est en train de travailler avec elle sur sa citoyenneté. Ce qui aussi change complètement la donne par rapport à l'échec. Ne pas répondre à un besoin, et l'impact psychologique pour un travailleur social, c'est impossible. Ne pas répondre à une envie déplace le problème ailleurs. Ne pas réussir à répondre à une envie. Donc sur ces enjeux-là, il y a pour moi vraiment un vrai choix politique, replaçant le travail social dans cette dimension d'accoucheur du pouvoir d'agir des personnes qui sont accompagnées, et non pas dans des dimensions, surtout pas de soins, mais encore moins d'accompagnement stricto sensu réservé au remplissage de besoins éventuellement imaginés, réels ou parfois totalement fictifs. J'aurais une toute dernière question, parce que ce que tu dis me fait réfléchir à quelque chose qui est sur le domaine culturel. C'est est-ce que le domaine culturel n'aurait pas gagné de prendre en compte toutes les capacités, tous les outils qui sont développés dans le champ social pour justement ne plus réfléchir, alors c'est une caricature, hein, le domaine culturel ne réfléchit pas uniquement à ça, mais en termes de fréquentation, en termes de programmation, en termes de public captif, c'est-à-dire dépasser cela, parce que je pense qu'il y aurait un parallèle à faire, c'est-à-dire que le travail social fait remonter ces éléments-là, et ces éléments-là peuvent alimenter et la médiation culturelle et les lieux culturels. Bien sûr, l'enjeu derrière, c'est de réussir à... Depuis l'Ancien Régime, on est une société qui s'est construite sur des silos, avec des grands corps étatiques répondant à des problématiques précises. Et chacun dans son silo, essayant de résoudre la situation qui est la sienne. L'exemple parfait dans le champ de l'action sociale, vous prenez dans le secteur du handicap, vous prenez l'emploi du temps d'un gamin accompagné dans un établissement, il va avoir des journées saucissonnées par tranche de 45 minutes, avec un peu d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou ce que vous voulez, un enseignant, un éducateur, un rééducateur, donc des silos. Et ça, mais là je suis que sur des silos, au sein d'un silo qui s'appelle l'action sociale. Mais à côté de ça, il y a d'autres silos que sont ceux de la vie culturelle d'une commune, que sont ceux de la vie sportive, que sont ceux du monde du travail, qui sont la totalité de l'environnement. Et l'enjeu, il me semble, est aujourd'hui de réussir à ouvrir des portes ou au moins des fenêtres sur chacun des silos pour réussir à faire de cette transversalité-là. Donc bien entendu, l'école a besoin de réussir à faire rentrer la culture, les musées, les théâtres, les cinémas, de faire rentrer le médico-social. Le médico-social a aussi besoin de la culture, des théâtres, des cinémas et des écoles, et de réussir à faire société en ouvrant, en cassant chacun des silos dans lesquels notre histoire nous a enfermés. Et qui est peut-être, je boucle du coup avec le tout début sur la question de l'injonction paradoxale, qui est peut-être la seule manière de réussir à contourner cette injonction-là, qui n'est qu'une conséquence du silo professionnel dans lequel chaque personne travaille. Pierre, merci beaucoup pour cet entretien.